Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un immense merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et cette 69e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre aujourd'hui à cette Espagne dans l'exécutif dirigé par Pedro Sánchez qui veut lutter contre l'asphyxie de Ceuta et Melilla par le Maroc après que les revendications des partis de droite et d'extrême droite, le gouvernement de gauche actuel ait établi un plan stratégique pour lutter contre l'asphyxie économique des deux villes dites autonomes par le Maroc. De plus, il envisage d'intégrer les deux enclaves dans ce qui est appelé l'espace Schengen, et on ne sait si c'est vraiment une réalité ou une simple surenchère. Et cette intégration de Ceuta et Melilla donc dans cet espace Schengen et l'union douanière déterrée la semaine dernière a déjà fait l'objet de surenchères politiques depuis plusieurs années et de rapports mettant en garde contre une telle décision, rappelant son impact sur les deux villes. Alors que le message de Zapatero sur la menace du Maroc n'est toujours pas entendu, il demeure toujours sous silence. Et dans le sillage de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta, en mai dernier, le gouvernement espagnol compte accélérer un plan stratégique pour venir en aide aux enclaves de Ceuta et Melilla. Ainsi, selon un document de l'exécutif de Pedro Sánchez, et consulté par El País, le gouvernement espagnol compte lutter contre l'asphyxie économique des deux villes autonomes par le Maroc. Et ce plan sera prêt avant l'été, dit-on, selon des sources gouvernementales consultées par ce même journal. Commandé donc par la Moncloa, ce palais gouvernemental, il serait déjà en cours avec au moins une demi-douzaine de mesures à court et moyen terme. Et ce rapport met clairement en garde, et pour la première fois, contre la détérioration rapide de la situation sociale dans les deux villes. Ainsi, parallèlement à la déconnexion entre guillemets économique avec la zone frontalière marocaine, l'Espagne attribue à Rabat un objectif national constant et inaliénable pour annexer purement et simplement Ceuta et Melilla. Et dans ce sens, l'exécutif de Pedro Sánchez met en garde contre le changement démographique dû au flux migratoire et à la population croissante d'origine marocaine résidant dans les deux villes de manière
dite irrégulière. Et cette évolution démographique des dernières décennies, avec un poids croissant de la population d'origine marocaine, a enchaîné une polarisation croissante, prévient ce rapport, décrivant un défi socio-démographique auquel font face Ceuta et Melilla et qui se traduit par un fossé social inquiétant dû à la crise économique, le manque d'opportunités pour une population jeune et le manque d'espace commun. Est-ce là pour autant pour renforcer l'économie et les services publics? Une question qui est posée. Et ce document qui reconnaît tout de même que les services publics des deux villes sont sous-financés et sont insuffisants pour le volume de population actuelle. Et c'est aussi une alerte, aussi sur des sentiments xénophobes naissants et un détachement vis-à-vis de l'État avec des services publics de moindre qualité que beaucoup d'habitants de Ceuta et Melilla attribuent au fait que les services de santé, d'éducation et sociaux sont à la disposition uniquement des étrangers. Ce changement démographique progressif s'accompagne d'une augmentation de l'influence politique et religieuse du Maroc dans les deux villes. Et les mesures prévues par l'exécutif espagnol visent notamment à maximiser les avantages fiscaux pour promouvoir de nouveaux secteurs d'activité, notamment le tourisme, les bateaux de croisière et les jeux d'argent en ligne. Et il vise également à améliorer les liaisons avec la péninsule et à générer une zone de prospérité partagée. Par ailleurs, il préconise de redynamiser l'activité portuaire qui a souffert dans le cas de Melilla en raison de la concurrence du port de Nador tout proche. Dès lors, l'exécutif de Pedro Sánchez envisage-t-il vraiment d'intégrer Ceuta et Melilla dans l'espace Schengen? Et est-ce une réalité ou une simple surenchère? Encore une question. Et l'Espagne étudie aussi l'inclusion des deux enclaves dans l'union douanière et la réforme du régime économique et social des deux villes autonomes. Et sur le plan sécuritaire, le rapport envisage de laisser entrer des gardes de l'Agence européenne des frontières, dite Frontex, dans les deux villes pour donner de la visibilité au fait que leurs limites correspondent à la frontière du sud de l'Union européenne. La conception de la nouvelle stratégie pour Ceuta et Melilla serait actuellement entre les mains du ministre de la politique territoriale qui a nommé un haut fonctionnaire exclusivement dédié à la coordination des actions des différents départements des deux villes. Et l'Espagne a annoncé donc jeudi dernier qu'elle examine sérieusement l'abolition du régime spécial Schengen à Ceuta, qui le maintient en dehors du territoire commun de l'Union européenne et son inclusion dans l'Union douanière. Une annonce qui soulève plusieurs questions quant à son timing, ses raisons et sa portée. Et l'Espagne a-t-elle réellement intérêt à intégrer ces deux enclaves dans l'espace Schengen et mettre fin au statut spécial?
Mais pour cela, un petit retour en arrière, donc un petit flashback, pour se rappeler ou se remémorer qu'en 1986, l'Espagne adhère à la communauté économique européenne, autrement dit la CEE. Toutefois, contrairement à ces territoires, Ceuta et Melilla ne sont pas concernés par l'union douanière et la politique agricole commune, dite la PAC. Elles ont été exonérées de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Et en 1991, avec l'adhésion de l'Espagne aux accords de Schengen, les deux enclaves ont bénéficié également d'un statut spécial permettant d'exonérer les habitants de Nador et de Tétouan de visa pour s'y rendre. Et cette mesure d'intégrer donc Ceuta et Melilla dans le régime douanier de l'Union européenne et l'espace Schengen est toutefois lancinante depuis de nombreuses années. Elle date tout de même de l'arrivée à la tête de la ville de l'indétrônable Juan Vivas en 2001. Tentant la surenchère, il avait ainsi assuré en 2008 déjà son intention de demander formellement à l'Espagne de traiter immédiatement l'entrée de Ceuta dans l'union douanière. Une annonce qu'il réitérera à plusieurs reprises. Mais en 2011, avec l'arrivée de Mariano Rajoy à la tête de l'exécutif espagnol, le chef du Parti populaire, le PP, calme les ardeurs de Juan Vivas. En 2015, donc, le gouvernement local de l'enclave espagnole expliquait même qu'il partage avec l'exécutif espagnol l'idée que la ville ne devrait pas demander aux institutions européennes d'intégrer l'union douanière et d'évoquer comme condition la certitude que tous les membres du Conseil de l'Europe diront oui à une intégration qui garantit à Ceuta de ne rien perdre de ses spécificités économiques et fiscales, qualifiant celles-ci de droits et non pas de privilèges. En 2018, année coïncidant paradoxalement avec le départ de Rajoy, Vivas réitère son annonce en affirmant que le gouvernement local de la ville considère une éventuelle intégration dans l'union douanière comme pratique et positive, à la fois pour la consolidation du statut de Ceuta et pour les possibilités d'expansion de l'économie locale. Et même dans cette éventualité de Schengen, comme Melilla, Ceuta a tout de même beaucoup à perdre. Or, en réalité, Ceuta et sa jumelle Melilla ont beaucoup à perdre. Pourquoi? Car si l'on prend il y a 4 mois seulement avant les déclarations de Vivas en 2018, Processa, Société publique de développement à Ceuta, a sorti une étude pour alerter sur le fait qu'une intégration dans l'union douanière et sans spécificité pourrait se traduire par un recul économique de 103 millions d'euros, une contraction du PIB, donc du produit intérieur brut local de 6,2% et la perte de quelques 1400 emplois réguliers dans le pire des scénarios possibles. Et nous aurions nécessairement à planifier un changement structurel important et une nouvelle stratégie de la ville
en réfléchissant aux activités à moyen terme qui peuvent orienter sa structure productive pour atténuer l'effet total que le changement entraînerait à court terme, ajoute toujours cette analyse. Et l'entrée dans l'union douanière, comme les gouvernements de Vivas et d'Imbroda, ainsi que l'opposition et les agents socio-économiques semblent en convenir, favoriserait la sortie des produits de Ceuta vers le Maroc, tel que documenté par la DUA, mais il y aurait un impact sur les prix en raison de l'application de taxes et éventuellement, sauf exception, des droits de douane sur les marchandises, rappelle toujours cet avis. Laissons de côté la position politique du Maroc. Il n'en est pas moins vrai que sa position économique doit compter sur les questions de frontières et de voisinage, assume cette analyse qui rappelle aussi que dans le cas de l'application des visas Schengen et en excluant les employés de maison, quelques 5000 emplois irréguliers pourraient être perdus, entraînant des conséquences également de l'autre côté de la frontière et augmentant le coût de la vie à Ceuta. En effet, Ceuta perdra son régime spécifique en intégrant l'union douanière et l'espace Schengen. Cela sans doute. Son régime fiscal, à savoir la TVA, la taxe valeur ajoutée, ou l'impôt sur le revenu, etc., devront s'aligner sur le reste de l'Espagne. Et de ce fait, le tourisme de shopping que les autorités locales essaient de promouvoir auprès des Marocains non frontaliers aura beaucoup moins d'intérêt, sans oublier la fin de la contrebande vers le Maroc. Mais le timing de l'annonce d'une telle démarche n'est pas anodin et elle intervient en pleine crise politique et migratoire avec Rabat. Et elle arrive aussi après la mobilisation du Maroc contre la contrebande il y a 2 ans et l'intangibilité de Rabat sur la fermeture des frontières depuis mars 2020 pousse Madrid à ne plus espérer de solution. Dans cette configuration, l'Espagne semble prête à assumer un tel coût, en misant bien évidemment sur la contribution de l'Union européenne. D'ailleurs, Ceuta va déjà recevoir quelques 10 millions d'euros d'aide européenne dans quelques semaines après la crise migratoire. Et dans tout cela, et même dans cette Espagne profonde, le message de Zapatero sur la menace du Maroc demeure toujours sans écho et reste sous silence. En effet, José Luis Rodríguez Zapatero plaide à nouveau pour le Maroc. Et dans une interview accordée au quotidien La Razón, l'ancien chef du gouvernement espagnol a couvert d'éloges le projet d'autonomie présenté par le Maroc en 2007. Il offre une puissante et grande autonomie tout en respectant l'identité du Sahara, a-t-il souligné. Mais comme cela arrive fréquemment, je suis sûr que ce projet n'a pas été lu et ceux qui doivent le relire ne le font pas non plus. Zapatero a émis le vœu que l'ONU, donc les Nations Unies, qui a déjà dans ses résolutions
pris en compte l'initiative marocaine, puisse la réexaminer profondément et interrogé sur la crise entre Rabat et Madrid, Zapatero a exprimé toute sa préoccupation. Et il rajoute, notre relation avec le Maroc est fondamentale et de par mon expérience, avoir une bonne relation avec le Maroc est parfaitement possible. Et d'ajouter qu'il a observé du côté du gouvernement marocain et du roi du Maroc en particulier une volonté d'entente réelle. C'est une affaire d'État car elle touche à la sécurité et nous devons tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite une bonne relation avec le royaume marocain, tout en évitant d'adresser ouvertement des critiques à la gestion du dossier par le gouvernement. José Luis Zapatero a invité son camarade Pedro Sánchez à promouvoir toutes initiatives permettant de rétablir le dialogue. L'évaluation des décisions prises doit être faite par le gouvernement en concertation avec le Maroc. La relation avec le Maroc doit reposer sur un principe de base, celui de la confiance du frère, comme le roi du Maroc a toujours traité le roi émérite Juan Carlos. L'ancien chef du gouvernement de 2004 à 2011 a affirmé que Rabat pense que l'Espagne ne mesure pas sa juste valeur, l'effort qu'il déploie pour contrôler l'immigration irrégulière. Et il rajoute, j'ai été témoin qu'il est très difficile pour la gendarmerie et pour les autorités marocaines d'arrêter et réprimer l'immigration subsaharienne. Et Zapatero a enfin pointé les véritables risques guettant la stabilité de l'Espagne et l'Europe en particulier dans les années à venir. Et à moyen terme, le problème le plus important pour l'Union européenne est l'Espagne et l'Afrique et non le Maroc. Et avec cette phrase, il fait une allusion à la menace djihadiste qui contrôle de larges zones au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin notre entrevue de ce jour, en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat, autrement dit, ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, mais surtout en aidant votre chaîne Bled Maghribia, qui en a tant besoin, en vous y abonnant en masse, et surtout pour avoir la primeur des infos, et surtout, en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.